ne va plus. Néanmoins, une question nous turlupine un peu depuis le début. Comment peut-on cumuler un mandat politique avec un haut poste en hôpital? C'est en tout cas la question que se posait le syndicat des praticiens des hôpitaux publics, mais malgré leur plainte, le tribunal administratif de Paris vous a conforté dans vos fonctions. Passé les polémiques, on vous retrouve professeur au moment de la crise sanitaire, où, déçu par la gestion de la pandémie par le gouvernement français, vous renfilez votre blouse préférée, celle du médecin médiatique. Vous en avez d'ailleurs paru un essai, paru en début d'année 2021, intitulé « Je ne tromperai jamais leur confiance ». Titre plutôt énigmatique, qui fait le portrait d'une France impréparée qui a longtemps cru avoir le meilleur système de santé au monde. Assez parlé de votre carrière hospitalière, revenons maintenant légèrement sur votre carrière politique. Conseiller municipal de La Garenne-Colombes depuis 1983, vous devenez maire en 2001 de cette ville de 30 000 habitants. Réélu systématiquement depuis lors, vous montez de plus en plus dans les votes, atteignant presque 75% en 2020, un taux digne des plus belles démocraties. Votre carrière politique ne se limite pas cependant à votre carrière de maire. En effet, en 2004, vous êtes élu pour 5 ans conseiller général des Hauts-de-Seine, et votre carrière va surtout prendre un tournant en 2009, lorsque vous vous présentez en tant que député européen. Vous y êtes élu en 2009, puis réélu en 2014. Parmi vos faits d'armes notables, on pourrait également noter que vous avez été l'auteur de la partie santé du programme de Nicolas Sarkozy en 2007. Et, en parlant de présidence, vous déclarez chez Paris Match, la veille de l'apparition de votre essai au nom énigmatique, va vouloir vous présenter à la primaire de la droite. Une opportunité pour vous, à la fois de vous mettre au clair avec la majorité, mais aussi de, pourquoi pas, tenter de redresser le pays que vous avez vous-même qualifié de sous-développé en matière de santé. S'il fallait maintenant conclure par une phrase, vous êtes un homme multitâche qui ose s'exprimer, que ce soit en faisant la tournée des pop-up médiatiques, si vous m'excuserez le terme, ou bien encore et surtout à travers votre blog que vous tenez à jour constamment depuis 2006. Professeur, vous nous faites aujourd'hui l'honneur d'être présent à Gémant Débat pour nous en dire plus sur la vision de la gestion de la crise sanitaire autour d'une conférence intitulée « Crise sanitaire et système français, un constat qui rend malade ». C'est sur ce mot plus ou moins poétique que je laisse la parole à Djada, à Camille et à vous, professeur. Bonne conférence. Bravo. Bonjour, Monsieur Juvin. Bonsoir. Vous nous entendez bien? Je vous entends. Parfait. Du coup, avant de passer aux questions, je tenais à vous remercier de votre présence. D'accord. Je tenais à vous remercier de votre présence avec nous aujourd'hui. Comme l'a bien dit notre président, et avec cet accueil assez chaleureux de ce billet d'humour billet d'humeur qu'on est en train qu'on fait, ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas dans les nouvelles conférences. Avant de passer du coup à nos questions, on vous laisse présenter votre parti avec des chiffres et des données que vous tenez à nous partager avant de passer sur la partie questions. Ah, génial. Donc, merci infiniment de votre invitation. Je vais sélectionner un certain nombre de photos. Donc là, je suis en train de faire le travail devant vous pour illustrer mon propos. Alors là, il me faut quand même une bonne minute pour que je ne me trompe pas sur ce que je vais vous montrer. Puis je vais vous montrer ça et ça, et puis ça, et puis quoi? Et puis ça, et puis ça. Je vais vous montrer également toc. Je vais vous montrer ça. Zut. Je vais vous montrer ça et je vais vous montrer quoi d'autre. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Plein de trucs intéressants, mais je ne retrouve plus toutes les photos. Je suis désolé. Je suis un petit peu. Ah si, je vais vous montrer ça. Voilà. Écoutez, OK. Et donc, terminé. Bon, tout d'abord, encore une fois, merci de votre invitation. Si vous voulez, le titre, c'est « Crise sanitaire, système de santé, constat qui rend malade ». J'ai 10 minutes. En 10 minutes, je vais vous expliquer la situation actuelle et on va essayer d'en tirer des leçons.
La situation actuelle, vous la connaissez. Là, vous avez l'état de l'épidémie. Alors, ce n'est pas le dernier chiffre. Hein. C'était peut-être il y a 10 jours, mais globalement, on a tous les pays qui voient leur R0, c'est-à-dire leur taux d'infection, baisser actuellement, sauf la France qui est en plateau, vous voyez, depuis novembre. Tout le monde a vécu une première à gauche vague et une deuxième vague à droite. Nous, les Français, un peu avant tout le monde, la deuxième vague, ce qui fait qu'on a vu ensuite tout le monde se prendre la deuxième vague, alors que nous, on était en dehors. Donc, évidemment, réflexe très français, on s'est dit on est meilleur que les autres, regardez, ils sont tous sous l'eau. Mais en pratique, vous allez voir, nous, on n'arrive pas à décrocher de 300 morts par jour, c'est-à-dire 2500 morts par semaine. Chaque semaine, il y a 2500 personnes qui meurent. Et on a un vrai sujet, on n'arrive pas à sortir de cette histoire qui est quand même assez malheureuse, alors que les autres sont en train de s'en sortir. Deuxième élément, quand vous regardez le nombre de morts cumulés depuis le début de la crise, rapporté à la population pour 100 habitants, bien sûr, pour 100 000 habitants. Globalement, on est au milieu du peloton. Les Allemands, comme d'habitude, sont meilleurs. Les Danois, comme d'habitude, sont encore meilleurs que les Allemands. Et les Néo-Zélandais, je ne sais pas si c'est comme d'habitude, mais là, ils nous donnent une leçon. Mais c'est pareil pour le Vietnam, la Thaïlande, etc., etc. Donc, vous voyez, si je vous montre ça, c'est qu'il y a une petite musique dans les autorités gouvernementales qui vous explique qu'en France, on est meilleur que les autres. Ben non, si vous prenez le nombre de morts cumulés depuis le début de l'épidémie, ce n'est pas vrai, on n'est pas meilleur que les autres, on est dans les moyens médiocres. Un certain nombre de gens vous disent « Oh oui, mais c'est une maladie, finalement, ce n'est pas très grave. Est-ce qu'on en fait beaucoup est-ce qu'il faut vraiment en faire tant ?» Je vais vous montrer ces deux diapositives. La première, c'est le nombre de morts rapportés à 100 000 habitants tous les ans depuis un siècle. En bas, vous avez 1900, 1925, etc., jusqu'à 2025. Et vous observez qu'il y a une diminution tous les ans, du nombre de morts, avec un pic, c'est la grippe espagnole, influenza pandémique en 1918, et ça, c'était aux États-Unis, vous voyez. Et tous les ans, jusqu'en 2019, la mortalité, chaque année, a baissé. Et puis en 2020, on est remonté au niveau de 1950. Ça signifie qu'en termes de mortalité, il faut bien comprendre ça, on s'est pris 70 ans dans la vue. Et donc, ce n'est pas une petite chose, il y a une réalité inquiétante. Ensuite, la deuxième diapositive, elle vous montre le nombre de morts en 2018, 2019 et 2020 aux États-Unis par cause de mort. Alors, de quoi on meurt habituellement? Vous voyez, quand vous regardez 2018 à gauche, on meurt de maladie du cœur, heart disease, puis de cancer. Ce sont les deux courbes du haut, en mauve et en gris. Puis après, un peu plus bas, en vert, en jaune, etc., on meurt d'accidents, de maladie d'Alzheimer, de diabète, etc. Et arrive en 2019, puis début 2020, cette grosse courbe en mauve qui dépasse les maladies du cœur et qui s'installe dans la durée comme troisième cause de mortalité aux États-Unis. Et chez nous, si on faisait la même courbe, on aurait le même résultat. Alors face à ça, il y a une première bonne nouvelle, c'est qu'il y a des vaccins qui ont été découverts, et j'y reviendrai après. Je vous donne là le vaccin de Pfizer, c'est le résultat de l'essai clinique qui a conduit à l'autorisation de mise sur le marché, donc c'est un travail important. Comment on le lit? Vous voyez en abscisse de 0, 7, 14, 21, 28, c'est le nombre de jours après la première injection. Vous savez qu'il y a deux injections, J0 et J21. Donc première injection à J0, deuxième injection à J21. Soit vous recevez le vaccin, c'est en bleu, soit vous recevez du sérum physiologique, c'est-à-dire de l'eau dans l'épaule, c'est le placebo, et c'est en rouge. Et vous voyez que le nombre de cas de Covid décolle chez ceux qui n'ont pas été vaccinés versus ceux qui sont vaccinés. Donc, il y a une efficacité très forte du médicament de Pfizer, et quand vous prenez Moderna à droite, c'est exactement la même chose, ils ont interchangé les couleurs, mais sinon, c'est le même système, et on aboutit, quand on calcule l'efficacité de ces deux vaccins, à une efficacité de l'ordre de 90%, ce qui est considérable pour que votre culture générale, le vaccin contre la grippe de 2018, c'était de mémoire 38% d'efficacité. Là, on est à 90% d'efficacité. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est génial qu'on soit arrivé à des résultats aussi importants. Alors, est-ce qu'en France, on vaccine beaucoup? Non, on vaccine moins qu'ailleurs. Vous avez là tous les pays de l'Union européenne, plus United Kingdom en un, qu'il faut analyser différemment, parce que les Anglais, eux, ont acheté avant tout le monde leur vaccin. Ils sont, comme vous le savez, sortis de l'Union, donc ils ont fait bande à part et ça leur réussit assez bien. Il s'agit là de nombre de vaccins administrés pour 100 personnes. Comme ça, on peut se comparer. Parce que si on se compare à Malte, c'est sûr qu'on va vacciner plus que Malte, mais l'important, c'est de savoir si, quand on rapporte à la population pour 100 personnes, si on vaccine mieux qu'ailleurs. Et vous voyez que, donc ça, c'est le 24 février, mais je vous rassure, ça n'a pas bougé.
la France était 21e ou 20e sur 27 États membres, bien en deçà de la moyenne de l'Union. Donc, on a un vrai sujet, d'autant que tous ces pays, il faut bien comprendre ça, ont reçu le même nombre de doses de vaccins rapportées à leur population et à la même date. C'est l'avantage de l'Union, c'est que tout le monde est traité pareillement. Mais avec un traitement identique, on voit que certains pays s'en sortent beaucoup plus que d'autres et nous ne sommes pas parmi les meilleurs. Là aussi, je vous le dis parce qu'il y a une petite musique qui est de dire on est meilleur que les autres. Non, ça suffit, il y a une sorte un truc très français. On est toujours meilleur que tout le monde en foot, en éducation et en santé. Ben non, ce n'est pas vrai. Sur les chiffres, eux, ne mentent pas. À quoi ça sert le vaccin? Ça, c'est un travail publié il y a 2-3 jours en Royaume-Uni et vous avez en fait à gauche le nombre de cas, au milieu le nombre d'admissions à l'hôpital et à droite le nombre de morts. Et vous observez dans 2 tranches d'âge, en bleu, courbe bleue, les plus de 85 ans ou les plus de 80 ans, et en rose, les moins de 64 ans, 18-64 ans. Et vous observez qu'il y a eu une augmentation, prenons la courbe du milieu, les admissions à l'hôpital, il y a eu une augmentation du nombre de cas, vous voyez, qui commence, on est en fin décembre, ils ont fait un lockdown, un confinement, c'est la ligne grise verticale. Ça a commencé à avoir son effet une quinzaine de jours, 3 semaines plus tard, et ça a commencé à décroître. Et le petit pointillé vert, c'est le début de la vaccination de plus de 80 ans. Et on observe qu'il y a une diminution donc, du nombre de cas, ainsi que du nombre de décès sur la droite, et du nombre d'admissions, lié à la fois au lockdown, très clairement, mais avec une différenciation selon l'âge. Et ceux qui meurent moins désormais sont les plus de 80 ans, versus les 0 à 69 ans. Et ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Ça montre que le vaccin est très protecteur, alors qu'on pourrait s'attendre qu'à plus de 80 ans, on meurt plus. Ce qui est à avoir en tête, c'est qu'on a la chance d'avoir non pas 1, ni 2, ni 3, ni 4 vaccins, mais beaucoup plus. Et là, vous avez, sur ce schéma, le développement d'un vaccin entre le début de la recherche, petit point rouge sur la gauche, et la mise sur le marché, petit point rouge sur la droite. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 étapes, on pourrait vous décrire si vous me posez des questions là-dessus, qui sont des étapes d'expérimentation. Et quand le petit rond rouge à droite est rempli, ça signifie que le vaccin est prêt à être mis sur le marché. Donc là, vous voyez, il y a le Pfizer en haut, puis le Moderna, puis l'AstraZeneca, et puis il va y en avoir d'autres, qui le Sputnik arrive derrière, qui vont apparaître. Et le truc à comprendre, regardez combien il y en a sur cette diapositive, regardez tous ces autres qui arrivent, regardez tous ces autres qui arrivent, tous ces autres qui arrivent, tous ces autres qui arrivent, tous ces autres qui arrivent. Donc ça signifie qu'on a plein de vaccins qui sont actuellement dans le pipeline des industries, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que d'abord, il va falloir vacciner toute la population mondiale, et il va falloir adapter les vaccins à l'émergence de variants si les variants nécessitent qu'on adapte ces vaccins. Donc c'est une très bonne chose qu'on n'ait pas 2 ou 3 vaccins, mais bien une cinquantaine, comme vous avez pu voir, qui sont en cours de développement. Tous n'arriveront pas au bout, mais sur le lot, il y en a forcément qui arriveront au bout. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'apparaissent des autotests, des tests que vous pouvez vous faire vous-même chez vous, à la maison, et vous pouvez vous faire ça, et ça coûte environ 10 à 20 € pièce, et vous avez le résultat en 30 minutes. Et ça, c'est un truc qui modifie considérablement la gestion de la crise. Par exemple, en Grande-Bretagne, depuis maintenant 1 mois, tous les enseignants se testent 2 fois par semaine avant d'aller à l'école. S'ils sont positifs, ils ne vont pas à l'école. S'ils sont négatifs, ils vont travailler. Et depuis hier, la totalité des collégiens et lycéens ont accès à 2 tests par semaine, comme les enseignants, qu'ils vont faire désormais chez eux, se tester avant d'aller à l'école. Les écoliers, c'est prévu, un peu décalé dans le temps, et les Britanniques ont acheté, je crois, 387 millions de doses de ces tests pour les distribuer leur gamme à nu. La France en a acheté 1 million. Et encore, ce ne sont pas des autotests, ce sont des tests PCR qu'on envoie au laboratoire, donc sans le résultat à 30 minutes. En France, ces tests-là, autotests, sont interdits par un arrêté du 12 juillet. Ça, pour moi, ça me plonge dans des abîmes de perplexité. Un point sur, je vous ai parlé des gens qui mouraient, et il y a des gens qui ne meurent pas, et ce sont les plus fréquents. Mais quand on ne meurt pas, qu'est-ce qu'on devient quand on a le Covid? Eh bien, regardez ce travail qui a été publié dans le JAMA, qui est un très grand journal médical, journal de la Société américaine des médecins, et vous prenez la courbe en jaune, outpatients, ce sont des patients qui ont eu le Covid
et qui n'ont pas été hospitalisés, qui sont restés à domicile, des Covid pas trop graves. Voilà. Et on étudie cette cohorte de patients, ils sont 150, et on leur téléphone 6 mois plus tard. Et on regarde 6 mois plus tard s'ils ont encore des symptômes. Et donc, vous voyez qu'il y en a 18,7% qui ont 1 à 2 symptômes persistants au bout de 6 mois, et il y en a 14% qui ont plus de 3 symptômes 6 mois plus tard. Donc, on est à un tiers, 18 et 14, de gens qui ont toujours des symptômes, alors même, 6 mois plus tard, alors même qu'ils avaient un Covid qui n'était pas grave, qui n'avait pas nécessité d'aller à l'hôpital. Et plus intéressant encore, la donnée du bas, 44 et 29,3, 29,3% des patients outpatients non hospitalisés donc n'ont pas repris leur activité parce qu'ils considèrent qu'ils ont une moins bonne qualité de vie 6 mois après leur Covid. Donc, il y a une question qui, malheureusement, n'est pas suffisamment sur la table en France et qui est une question fondamentale de santé publique, c'est la question des Covid longs qui touchent à tous les âges d'une façon assez indifférenciée, alors que les décès touchent évidemment les gens, d'autant plus qu'ils sont âgés. Vous avez assez peu de chances de mourir, vous voyez. Vous êtes tous jeunes. En revanche, vous pouvez faire très facilement ce qu'on appelle ce type de Covid. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé avec mes diapositives. J'en tire quoi? Peut-être deux ou trois éléments de réflexion, puis on va lancer le débat. Un, la France a raté les grandes ruptures scientifiques de cette crise. Les vaccins ARN messagers, on n'est pas dans la course. Le séquençage à haute fréquence, qui est en fait la manière d'identifier l'existence de variants, ça la France ne sait pas faire. Donc on a 2 progrès scientifiques majeurs. On s'est fait avoir. Probablement on a un problème de décrochage de la science. Deuxièmement, on a des hôpitaux trop petits. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de service public en France, général, au-delà des hôpitaux et de la santé d'ailleurs, qui se paupérise. Vous voyez là où vous habitez, la police, les transports, l'état de service, la poste, l'état de service public qui sont médiocrement efficaces. Et je pense moi que c'est un sujet majeur, c'est que la France, au fond, se paupérisant, a sacrifié ses services publics, n'a jamais su les réformer, n'a jamais su les moderniser, et donc n'a fait que les attricier et les miniaturiser. Et il y a des endroits partout de France où il n'y a plus de service public, et une des raisons des Gilets jaunes, c'est ça, vous faites aucune illusion. Et puis, peut-être troisièmement, je pense qu'il y a une question une leçon qu'on peut tirer, qui est une leçon de, comment dirais-je, de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a un système en France qui est extrêmement vertical, avec une parole publique qui n'est pas partagée, qui est imposée. Là où, par exemple, Mme Merkel, avant de prendre une décision, elle réunit pendant plusieurs heures les réunions les patrons des régions. Et les décisions sont prises d'une manière à la fois décentralisée et coordonnée. Et nous, en France, c'est la Ve République qui veut ça. Hein. Peut-être que le caractère d'Emmanuel Macron l'a un peu accéléré parce qu'il est comme ça, mais il est clair que la Ve République pousse à un pouvoir qui est très, très isolé et très celui d'un homme seul. Il y a un philosophe politique très intéressant à lire qui s'appelait Jean-François Revel. Pour la petite histoire, hier, c'est le père du directeur de cabinet de Jean Castex. Donc, vous voyez quand même. Et Jean-François Revel, c'est un ex-socialiste qui avait fini, on va dire, centriste européen, vous voyez. Et Jean-François Revel avait écrit un livre, parmi ses livres, il a écrit un livre qui s'appelle La Ve République ou l'absolutisme inefficace. Et il détestait De Gaulle, et il écrivait qu'au fond, les institutions de la Ve République, en hyper concentrant le pouvoir dans les mains d'un seul homme, rendaient ce pouvoir parfois inefficace, parce que tout simplement, un seul homme ne peut pas prendre toutes les décisions. Donc, moi, je crois que cette crise nous aura appris les vertus du circuit court de décision, que ce soit à l'hôpital, où nous avons pu être très efficaces parce qu'on a décidé nous-mêmes sans demander au-dessus, et on a sauvé des gens comme ça, probablement. Et puis, circuit court de décision en matière institutionnelle. Moi, je crois que les maires, MAI, RES, sont des acteurs importants du paysage politique parce qu'ils sont à la fois le lien social, le fait que les gens ne sont pas isolés, ils savent à qui s'adresser et ils sont très débrouillards. Si vous avez pu avoir des masques au mois d'avril, ce n'est pas grâce à l'État, qui n'en avait pas, mais ça a été grâce aux régions, grâce aux maires, parce que nous sommes des gens qui savons nous débrouiller. Moi, j'ai un centre de vaccination dans ma commune. Si demain j'ai suffisamment de vaccins, j'ouvre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
et ça ne me pose aucun problème, j'y arriverai. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai été député européen pendant 10 ans, et là-bas, on a le droit à 60 secondes. Alors, depuis que je suis revenu en France, j'ai le micro, je ne lâche pas, mais je vous le donne quand même. Merci, merci pour cette présentation. On a d'abord des questions sur la situation pré-Covid. Du coup, la première question, ça serait justement, vous en avez parlé dans votre présentation, on va peut-être revenir sur quelque chose, enfin, quelques données ou quelques points que vous avez surlignés. Du coup, on parlait de la crise sanitaire qui a justement amplifié les dégâts d'un système français qui était déjà, comme vous l'avez bien dit, défaillant. Du coup, la question qui nous vient un peu, et c'est que en tant que médecin, vous qui avez vécu les situations depuis de nombreuses années et que vous avez vécu ces problématiques pré-Covid, pourriez-vous nous en dire exactement quels étaient les points qui étaient déjà un souci avant le Covid? Ils sont multiples, mais je peux vous donner… Regardez, par exemple, en France, il y a des déserts médicaux partout. C'est très difficile de trouver un médecin traitant. Est-ce que vous savez quel est le plus grand désert médical de France? Habituellement, on nous donne tel ou tel département rural, mais en fait, non. Le plus grand désert médical de France, c'est la région Île-de-France, qui est la plus peuplée. Il y a 36% des habitants de la région Île-de-France qui n'ont pas de médecin traitant, parce qu'ils n'en trouvent pas. Et donc, quand déjà vous n'avez pas de médecin traitant, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes malade? Vous allez à l'hôpital. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, vous encombrez un hôpital qui ne devrait pas être fait pour vous suivre au quotidien. Ou alors, vous vous soignez mal, ce qui arrive aussi. Et la conséquence de ça, c'est que notre hôpital, qui devrait être réservé aux situations critiques, aux diagnostics compliqués, aux complications de maladies chroniques, eh bien, quand vous avez un diabète simple que vous pourriez faire suivre par votre médecin traitant, vous le faites suivre à l'hôpital. Et donc, ça encombre l'hôpital. Donc, il y a une situation de paupérisation globale qui fait que tous les acteurs deviennent en difficulté. Et donc, ça, c'est un des exemples, la paupérisation, la diminution du nombre de médecins. Juste un point. Moi, pendant des années, je répétais comme un perroquet ce que disaient les ministres de la Santé. Tous les ministres de la Santé disaient un truc en disant « Mais vous savez, il n'y a jamais eu autant de médecins en France que dans toute l'histoire de France. » Alors moi, je disais ça, et puis je n'avais pas vérifié. Un jour, c'était il y a 3 ans, je suis allé vérifier l'information qui est en fait sur le site du Conseil de l'Ordre des médecins. Et en fait, c'est vrai ça, mais si vous incluez les médecins retraités. Pourquoi? Parce que les médecins retraités cotisent encore à l'Ordre des médecins, donc on les comptabilise, mais ils sont retraités, ils ne travaillent pas. Si vous retirez si vous retirez les médecins retraités, vous apercevez qu'il y a moins de médecins aujourd'hui qu'il y a 10 ans en France, alors que la population a grossi, est plus vieille et plus malade. Et la population d'aujourd'hui est plus vieille et plus malade qu'il y a 10 ans. Comment on peut dire ça? Il y a plus de ce qu'on appelle d'ALD. ALD, ce sont les affections de longue durée. C'est une classification des maladies qui permet d'être mieux remboursées, etc. Donc, on sait mesurer tout ça. Et voilà, on a donc une diminution du nombre de professionnels de santé. C'est un des exemples, mais si vous voulez, j'en ai des paquets à vous donner. Je suis insatiable, je peux parler 2 heures. D'accord, merci beaucoup. Ça fera déjà quelques éléments de réponse pour cette première partie. Une autre question qui nous venait un peu à l'esprit quand on parlait de système de santé français et des problématiques qui viennent aussi. La crise du service public et les difficultés administratives ne sont pas du coup des réalités nouvelles. Quelles sont les raisons qui empêchent le secteur public français, du coup on parle vraiment du système public, de gérer son argent efficacement? D'abord, prenons l'exemple, je vais vous donner 2 exemples. Il y a plusieurs causes, bien sûr. Il y a une première cause qui est, on met beaucoup d'argent dans le service public en France, quoi qu'on en dise, beaucoup. Mais cet argent ne va pas au public. Et en matière hospitalière, je me mets un peu à l'aise, excusez-moi que la journée était longue. Il n'y a pas de souci. Sur mon bureau, et voilà. Les services publics, par exemple l'hôpital public, quand il y a un médecin qui est embauché, un équivalent temps plein, il y a un équivalent temps plein administratif. C'est-à-dire qu'il y a autant d'administratifs en équivalent temps plein que de médecins à l'hôpital public. C'est la Cour des comptes qui a donné ce chiffre. Alors, ça signifie que quand vous mettez de l'argent en fait, dans l'hôpital, il ne va pas aux soins. Enfin, il va en partie aux soins, mais pas suffisamment. Autant de médecins que d'administratifs. C'est absolument fou. Alors, peut-être que vous allez me dire, oui, mais peut-être que ces administratifs sont utiles. Alors, d'abord, ils le sont parfois, bien sûr. Il faut des directeurs pour les hôpitaux, il faut des gens pour être service de la paye, parce que moi, je ne suis pas payé, donc je vais quelqu'un qui… Il faut des secrétaires médicaux, mais 1 pour 1, c'est quand même beaucoup. Et
on compare, donc moi je le compare par exemple à l'hospitalisation privée, qui, attention, n'a pas les mêmes malades, ils ne font pas la même médecine, elle est moins compliquée, etc. Mais quand même, c'est intéressant de regarder. Et le même rapport de la Cour des comptes vous donne un ratio de 3 médecins pour un administratif. Donc, entre 1 pour 1 et 3 pour 1, peut-être qu'on pourrait avoir plus d'argent qui irait directement aux soins. Et puis, ce que je crois aussi, c'est qu'il y a une hyper-administration en France. Tout est compliqué. Je m'étais intéressé, puisque je suis élu de ma commune, j'avais regardé il y a 2 ans sur les questions de logement. C'est fondamental, le logement. D'ailleurs, c'est une des préoccupations majeures des Français. Bien, en Île-de-France, quand vous êtes maire et que vous voulez faire construire des logements sociaux, vous avez 13, vous entendez bien, 13 organismes qui ont une compétence de logement. Autant dire que tout le monde se marche sur les pieds et que la prise de décision est très compliquée. Il y a une hyper-administration en France qu'on ne connaît probablement pas ailleurs et qui est un problème qui nous encombre en permanence. Donc, les raisons sont multiples, mais je vous en ai donné 2. Oui, merci bien. Merci beaucoup. Maintenant, nous aimerions faire une mise au point sur le virus, parce que tout n'est pas clair, malgré le fait qu'on en parle beaucoup. Par exemple, de nombreuses personnes, dont moi accessoirement, se questionnent encore sur la transmissibilité du virus. Concrètement, comment se passe la contamination? Elle se passe essentiellement par, quand je parle, là, je suis tout seul dans mon bureau, donc je n'ai pas de masque, mais quand je parle, si j'étais infecté, je dégage des micro-gouttelettes que vous ne voyez pas à l'œil nu, qui forment un nuage. Et ce nuage, en fait, ce sont des petites micro-gouttelettes en suspension qui restent en suspension. Et puis qui vont ensuite tomber par terre. Et dans ces gouttelettes, il peut y avoir du matériel viral. Si vous passez, me dire bonjour, si vous passez si vous respirez dans cette zone de gouttelettes, eh bien, vous allez bénéficier de mon virus et vous risquez de l'attraper. C'est pour ça qu'il y a moins de contamination à l'extérieur, parce qu'il y a des courants d'air. C'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir les fenêtres. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre un masque, parce que du coup, les gouttelettes, vous ne les vaporisez pas partout. Ça, c'est vraiment le principal vecteur de transmission. Après, il y a les transmissions par les mains, bien sûr. On n'arrête pas de se toucher la bouche. Toute la journée, vous touchez la bouche, vous touchez le nez, vous touchez le visage. Votre visage, il y a plein de virus quand vous êtes infecté. Et donc, du coup, c'est ça qui fait qu'il y en a sur mes mains. C'est ça qui fait que si je vous laisse vous serrer la main, je vais vous infecter parce que vous-même, vous allez me serrer la main, puis à un moment, vous allez faire ça et vous aurez du virus qui entrera. Mais c'est secondaire. Ce qui est principalement, c'est par voie aérienne. C'est pour ça qu'il faut mettre des masques. Et une question également sur l'immunité collective, dont on parle beaucoup. Pourriez-vous nous rappeler ce que c'est exactement et pensez-vous que nous pourrions l'atteindre? Alors, l'immunité collective, c'est quoi? D'abord, l'immunité collective, c'est la somme des immunités individuelles. Je m'explique. Si vous êtes malade, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez la rougeole. Vous allez faire la rougeole et puis vous allez développer votre système immunitaire va apprendre que le virus de la rougeole vous a rencontré et va apprendre et va fabriquer des anticorps, c'est-à-dire des produits qui vont monter la garde. Et quand le virus de la rougeole va revenir vous rendre visite, les gardiens qui sont dans votre corps, qui sont les anticorps et qui sont des cellules spécialisées, vont reconnaître immédiatement le virus et vont le tuer. Donc, vous n'allez pas faire la rougeole une deuxième fois. Et c'est pareil avec le coronavirus. On considère que si on fait une fois la maladie, il y a une période pendant laquelle vos anticorps vont vous protéger d'une réinfection. Alors, on ne sait pas très bien combien de temps vous les gardez. Probablement au moins 6 à 8 mois, peut-être plus. On n'a pas suffisamment de recul. Et puis, ça, c'est comme ça qu'on acquiert de l'immunité. Et il y a une deuxième manière d'acquérir de l'immunité, c'est le vaccin. Le vaccin, c'est quoi? En fait, c'est un cheval de Troie qui va faire croire à votre organisme que vous êtes infecté. Faisant croire à votre organisme qu'il est infecté, il va fabriquer les fameux anticorps, les cellules, etc., qui vont vous protéger si le vrai virus vient à vous rencontrer. Et pareillement, on ne sait pas combien de temps l'immunité va durer. Est-ce que ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans peut-être? Par exemple, la fièvre jaune, il faut se faire vacciner tous les 10 ans. Ça dure 10 ans. L'hépatite B, une fois que vous l'avez eu une fois, vous êtes immunisé, c'est fini. Et donc, la grippe, chaque année, on se vaccine. Parce que, en plus, le virus change. C'est plus le même. Donc, mon immunité de l'année dernière n'est plus valable. Donc, on doit se vacciner tous les ans. Chaque agent pathogène a une différence. Et donc, on dit qu'à partir d'un certain moment où il y a beaucoup de gens qui sont immunisés, soit parce qu'ils ont eu la maladie, soit parce qu'ils ont été vaccinés, quand il y a beaucoup de gens comme ça dans la population, eh le virus, si vous l'avez, vous, madame, eh bien, si autour de vous, tout le monde est immunisé,
votre virus, vous allez pouvoir le passer à personne. Et donc, va se passer 1 jour, 2 jours, 10 jours, puis au bout de 15 jours, vous serez guéri, votre virus à vous, il va mourir, mais vous n'aurez pas pu le passer à d'autres parce qu'autour de vous, il n'y a que des gens vaccinés. C'est ce qu'on appelle une immunité collective, et donc on va tuer la transmission. Donc, plus on sera nombreux à être soit affectés et guéris, soit vaccinés, plus l'immunité collective sera grande et plus le virus ne pourra plus circuler. C'est ça l'immunité collective. Est-ce que c'est clair? Concernant le Covid, j'avais entendu que l'immunité ne pouvait durer que 2 mois, c'est ça? Alors, en fait, d'abord, on ne sait pas combien de temps elle dure, premièrement, mais elle ne dure pas 2 mois. Quand vous prenez des sérums, c'est du sang, des gens qui ont eu le coronavirus, et vous recherchez à l'intérieur les anticorps, qui sont un des moyens que le corps a pour se protéger de futures infections. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des moyens. Eh bien, on estime qu'entre 6 et 9 mois plus tard, il y en a encore, avec des variations. Il y a des individus qui les gardent plus souvent, plus longtemps que d'autres. C'est une moyenne, bien sûr. Donc, peut-être que dans l'eau, il y en a qui ne les gardent que 2 mois, mais ce n'est pas la majorité. On considère aujourd'hui, parce qu'on est obligé de travailler en moyenne, que globalement, la population, ils sont au moins protégés durant 6 à 8 mois. C'est pour ça que l'épidémie a commencé en mars dernier et qu'il est assez possible, même probable, d'ailleurs on le voit, on a maintenant des gens qui sont à plus d'1 an et qui refont des Covid alors qu'ils l'ont fait il y a 1 an parce que probablement ils ont perdu leur immunité qui les a protégés durant quelques mois. Et justement, en parlant des vaccins, que tout à l'heure vous avez donné un élément de réponse en abordant cette thématique-là, justement, le vaccin, c'était vraiment le remède si attendu par les Français, et je pense par l'ensemble des citoyens du monde qui se sont retrouvés là-dedans. Comment expliquer que, alors qu'un vaccin, normalement, le temps de le développer, ça dure entre 10 et 15 ans avant de le mettre en vente, en moins d'1 an, on a déjà réussi à obtenir un vaccin pour justement la Covid-19. Est-ce que c'est vraiment fiable ce vaccin et comment c'est possible de lancer un vaccin en si peu de temps comparé à la moyenne générale? Alors, vous avez vu d'abord les courbes d'efficacité, je vous avais montré. Donc, ceux qui sont sur le marché là sont très, 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 très efficaces. Vraiment, c'est incroyable. Comment on y est arrivé? D'abord, on a mis beaucoup d'argent. Le monde entier a mis de l'argent, mais plus que vous n'imaginez. C'est-à-dire que les États préachetaient à coût de centaines de millions d'euros ou de dollars des vaccins qui n'existaient pas. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Et la quasi-totalité de la recherche médicale s'est focalisée là-dessus. Et puis, il faut que vous sachiez qu'il y avait des gens plus intelligents que d'autres qui, depuis 2016, je vous rassure, il n'y avait pas les Français dedans, c'était d'ailleurs un des sujets. Depuis 2016, s'étaient réunis en se disant qu'ils s'étaient dit il est possible que demain, l'espèce humaine, c'était l'hypothèse de départ, puisse être menacée dans son existence même par l'émergence d'un virus inconnu. 2016. Et donc, ils se mettent autour de la table et ils se disent qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il faut qu'on soit capable d'inventer un vaccin en 12 semaines, c'est l'objectif qui se fixe. Et à l'époque, ils se disent, la seule technique qui permet de faire ça, c'est la technique dite de l'ARN messager, qui n'avait pas été utilisée à l'époque, qu'on connaissait au plan théorique et qu'on n'avait pas mise en route. C'est un peu comme si demain, vous savez qu'il y a un astéroïde qui va s'écraser sur la Terre et qui va mettre fin à la vie sur Terre. Eh bien, il y a des gens aujourd'hui qui réfléchissent en se disant, peut-être qu'on enverra une fusée pour dévier l'astéroïde, qui travaille sur cette hypothèse, on ne l'a jamais fait, mais peut-être que si dans 1 an on apprend que ça va nous arriver, on dira, on le fait. Et là donc, face à ce virus, ils se réunissent, c'était en janvier, et ils se disent, on avait raison de nous préparer, on lance l'ARN messager. Donc, ils avaient déjà, ils avaient travaillé sur le sujet, ils savaient comment faire. Et là où j'en veux vraiment aux Français, c'est qu'à l'époque, en 2016, c'est la Commission européenne qui était à l'origine de ça, qui a dit quels sont les États qui veulent travailler avec nous. Il y a eu très peu d'États membres de l'Union qui ont voulu travailler. Il y a eu les Allemands, évidemment. Il y a eu les Autrichiens, je crois de mémoire. Peut-être les Espagnols, mais je ne suis pas sûr. Peut-être, je ne suis pas sûr. Il y a eu les Norvégiens qui ne sont pas dans l'Union. Il y a eu le Canada. Je crois qu'il y a eu la Thaïlande. Il y a eu plusieurs pays. Il y a eu des firmes privées qui sont venues autour de table, mettre de l'argent, etc. Des chercheurs privés, des chercheurs publics. Et tous ces gens-là se réunissaient et travaillaient. Et nous, la France, on a dit non, on a Sanofi, c'est pas la peine, nous, ces trucs-là, on est très bons, on est les meilleurs, parce que vous savez, on est meilleurs en tout. Donc on a dit non. Et c'est une des raisons qui font que nous ne sommes pas dans la course à l'ARN messager et donc pas dans la course au vaccin.
Parce que ce sont eux, en fait, qui ont la capacité de développer en 12 semaines parce qu'ils s'étaient fixé cet objectif. Est-ce qu'ils sont sûrs? Ils sont très efficaces. Il est vrai qu'un vaccin, traditionnellement, quand on le mettait sur le marché, on se prenait 2 ou 3 ans de recul pour voir les effets secondaires. Mais là, on a décidé, compte tenu du grand péril que l'humanité courait, que nous pouvions prendre le risque d'avoir moins de recul. C'est un risque qui a été pris. Et d'ailleurs, les autorisations de mise sur le marché par la FDA, la Federal, je ne sais plus quoi, Agency, qui est l'organisme américain de mise sur le marché des vaccins, n'a pas donné une autorisation de mise sur le marché. Elle a donné une autorisation à titre exceptionnel compte tenu de la gravité de l'épidémie, à condition que les titulaires du brevet fassent remonter en permanence tous les incidents pour qu'on puisse les étudier au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on est à des dizaines de millions de gens qui ont été vaccinés. Il n'y a pas d'effet secondaire majeur, mais on va suivre ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a sauvé des millions de gens déjà. Depuis que Biden est arrivé au pouvoir, je crois qu'ils ont vacciné. Depuis que Biden est arrivé, je crois qu'ils ont vacciné 60 millions de personnes. Depuis le 20 janvier aux États-Unis. Nous, je n'ose pas vous dire le chiffre. J'imagine. Et justement, vous avez parlé vite fait des risques. Est-ce que, en dehors des risques que vous avez nommés, enfin justement, d'avoir aussi peu de recul, c'est une question que beaucoup de gens se posent, notamment des jeunes, des adultes. Il n'y a pas d'âge pour ce genre de questions. Mais justement, est-ce que le vaccin, d'accord, ça nous protégera contre le virus, mais est-ce qu'il peut y avoir des risques, des effets secondaires qu'on n'a pas... En théorie, il peut toujours y avoir des effets secondaires puisqu'on n'a pas de recul. Mais en fait, quand vous choisissez un traitement ou une intervention chirurgicale, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la balance entre l'avantage de se faire traiter ou opérer et le risque de ne pas se faire traiter et de ne pas se faire opérer. C'est ça qu'on fait. Quand, par exemple, vous avez une appendicite aiguë, vous voyez, on fait la balance entre est-ce que je vous donne que des antibiotiques ou est-ce que je décide de vous opérer pour tuer l'infection et de vous donner des antibiotiques pour assécher le truc. Le risque de ne vous donner que des antibiotiques, c'est que si on fait ça un peu trop tardivement, vous puissiez faire une péritonite. Mais vous avez évité l'intervention chirurgicale qui a elle-même des risques. Donc en médecine, on ne fait que faire une balance entre des avantages et des risques. Là, c'est quoi la balance? D'un côté, j'ai la balance en n'étant pas vacciné d'avoir le Covid, c'est-à-dire de mourir dans 1% des cas, quasiment pas quand je suis jeune, donc vous n'avez pas de risque de mourir, globalement. Donc, ce n'est pas pour vous un problème. En revanche, vous avez, vous, un risque, parce que vous êtes jeune aussi, de faire un Covid long. Le Covid long, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un tiers des gens qui ont le Covid qui n'ont pas retrouvé une activité normale au bout de 6 mois. Un tiers qui ont des symptômes qui sont plus ou moins gênants. Et un des symptômes les plus gênants, ce sont les troubles de la mémoire et de la concentration. Et vous voyez, moi, je me suis fait vacciner. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'avais droit, parce que je suis soignant, etc. Mais parce que je me suis dit que autant j'ai assez peu de chances de mourir, plutôt en bonne santé, autant ça m'embêterait quand même dans 6 mois d'avoir perdu des capacités de réflexion et d'attention. Donc, c'est ça qui fait que j'ai fait la balance entre le bénéfice et le risque. Et je ne veux pas ne plus pouvoir lire un bon roman dans 6 mois parce que je n'arriverai plus à le comprendre. Or, c'est un vrai risque. Ok, c'était une très bonne réponse. Je pense que ça aura peut-être éliminé quelques-uns de nos participants et de nos spectateurs. Justement, en Europe, on entend beaucoup parler du passeport vaccinal en ce moment. Du coup, ça serait, pour les personnes qui éventuellement n'ont pas entendu parler, un passeport qui permettrait du coup les déplacements à l'étranger sur condition d'avoir eu ce vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que mère et en tant que médecin, et même à titre personnel? Et est-ce que les gouvernements, du coup, devraient rendre le vaccin obligatoire? Premièrement, j'ai été très, très réservé sur ce truc-là parce que quand vous ne pouvez pas vous faire vacciner, même si vous pouvez, ce qui est la situation actuelle. Moi, j'ai des tas de gens qui m'appellent en me disant « Est-ce que tu n'as pas du vaccin ?» Et je ne peux pas les vacciner parce que je n'en ai pas. C'est l'État qui m'en donne, il ne m'en donne pas beaucoup. Tant que vous avez une pénurie de vaccins, c'est quand même une sacrée rupture d'égalité de permettre à des gens d'avoir des activités au motif qu'ils sont vaccinés versus les malheureux qui aimeraient être vaccinés mais ils seraient interdits. Donc, je suis embêté. Deuxièmement, dans le vaccin vaccinal, il y a en fait des gens qui mettent des trucs très différents. Il y a ce que vous venez de dire, un vrai passeport pour passer d'un pays à un autre, mais il y a aussi des gens qui vous disent qu'il faut un passeport vaccinal pour aller au café, aller au restaurant, aller au théâtre. Et c'est vrai, on pourrait imaginer que si je suis vacciné
que je mets un masque et que je vais dans un théâtre où je suis assis et en silence, pas dans un concert où je me lève, je danse, vous voyez, et je chante, dans un truc où je suis assis et je regarde un spectacle. Au fond, quel est le danger? Moi, je serai de plus en plus, je pense que c'est ça qui va arriver. Et pourquoi pas? Et en revanche, il y a un élément qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que nous, les Français, on a les spécialistes, on arrive souvent après la bataille. Et ma crainte, c'est quoi? Vous savez que la France, c'est le premier pays du monde, en matière de destination touristique. Okay, c'est très important comme industrie en France. Eh bien, la Commission européenne, parce qu'elle voit que l'épidémie est en train de baisser partout, dans l'Europe, sauf en France, très important, est en train de dire qu'ils vont réfléchir à la mise en place de corridors sanitaires touristiques. Autrement dit, vous voulez partir en vacances, ils vous diront, allez dans tel endroit, c'est safe, c'est safe. Vous pouvez y aller, si vous êtes vacciné, bien sûr, mais vous pouvez y aller. Et donc, les Grecs sont en train de lever le doigt en disant, nous, on va vacciner tout le monde, on va faire des endroits où il y aura zéro circulation virale parce qu'on va être très, très bon. Et nous, si on ne fait pas attention à ça, les Français, si on reste avec nos 20 000 nouveaux cas par jour, jamais on sera labellisé destination safe et on peut aussi avoir le naufrage de cette histoire d'industrie touristique. Donc, je pense que le passeport vaccinal, il va arriver. Le passeport humanitaire, il va arriver. C'est à nous de nous donner les moyens d'y participer. Ok. Et merci du coup pour cette réponse. Justement, il y a certaines, pour les spectateurs qui nous regardent, les questions, on les répondra à la fin de la conférence, mais ne vous inquiétez pas, on répondra à la grande majorité. Mais j'ai vu passer quelques questions qui parlent justement de la variante du Covid, de la Covid, peut-être. C'est quoi un variant? Un variant, c'est le virus qui mute. Le virus, il est diabolique. Il faut que vous compreniez que le virus, il s'adapte à une situation. Il voit que les gens sont vaccinés, il change de forme pour ne plus être reconnu par le vaccin. Il y a un mode d'adaptation naturelle du virus à l'environnement. Alors, les virus en permanence mutent, changent, et la quasi-totalité de ces mutations n'ont aucun effet sur ses caractéristiques cliniques. Pas plus mortel, pas moins mortel, pas plus contagieux, pas moins contagieux. Mais quelques-unes de ces mutations sont des mutations en réponse à une pression environnementale, par exemple le fait que vous ayez développé un vaccin, et le virus va se dire, pour que je continue à multiplier, il faut que je m'adapte, donc il va se modifier. Et donc on voit arriver des variants qui sont des variants qui commencent à nous poser problème parce qu'ils ont des caractéristiques cliniques différentes. Le variant britannique B117, il a comme caractéristique d'être plus contagieux, probablement plus mortel, 1,2 à 1,6 fois mortel, plus mortel, mais il est sensible au vaccin. En revanche, on est plus inquiet sur le variant sud-africain qui pourrait être assez résistant, en particulier au vaccin AstraZeneca. C'est un des problèmes du vaccin AstraZeneca. Et donc, nous devons, nous, comprendre que l'année 2021 va être l'année des variants. Il faut qu'on développe deux choses qu'on n'a pas. Premièrement, qu'on sache reconnaître les variants et les identifier. Pour faire ça, il faut une technique qu'on appelle le séquençage à haute fréquence et que nous faisons en France, mais trop peu et d'une manière isolée. En gros, on ne met pas en commun nos résultats. Et il y a quelques semaines, mais je pense que le chiffre a évolué à notre avantage, mais pour vous dire d'où on partait, il y a quelques semaines, quand les Anglais avaient la capacité technique, parce que c'est de la capacité technique, d'identifier 45 variants différents, de faire 45 séquençages, on va dire, nous, on en faisait 0,9. Ça signifiait qu'on faisait des séquençages 50 fois moins. Le séquençage, c'est quoi? C'est face à un virus que je vous ai trouvé au fond du nez, et je vous dis, vous avez le coronavirus. Je ne sais pas si c'est un variant anglais, breton, belge ou guatémaltèque. Et pour que je vous dise quel est le variant en question, il faut que je fasse du séquençage. Et ce séquençage, en France, on ne le fait pas assez. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'il faut qu'évidemment, on ait des vaccins qui puissent s'adapter éventuellement à une mutation profonde. Et les vaccins ARN messagers ont cette caractéristique de pouvoir, en quelques semaines, être adaptés, parce que c'est un outil industriel très, très agile. Mais pour ça, il faudra évidemment revacciner les gens. D'accord, merci beaucoup. Depuis début janvier, nous nous retrouvons dans un régime de semi-liberté, comme vous dites, en étant confinés à 18h chez nous.
Pensez-vous que le couvre-feu à 18 h soit efficace, ou en tout cas assez efficace pour justifier de priver les citoyens d'une partie de leur liberté? Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de données scientifiques qui montrent que le 18 h est plus efficace que le 20 h ou que sais-je. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le confinement diminue le nombre de cas. Hein, bien sûr, quand forcément vous empêchez les gens de se rencontrer, ben, il ne s'affecte pas. Il y a un coût social, économique, mais aussi de santé qui est majeur. Les gens n'en peuvent plus en clair. Moi, dans mon service, ce matin, à la transmission des patients de la nuit, j'avais la moitié de mes patients qui étaient des patients jeunes avec des troubles psychiatriques. La moitié. Donc ça, c'est un effet du confinement, de la semi-liberté, etc. Mais est-ce que le 18 h a apporté quelque chose de plus? Je suis incapable de vous répondre et je crois que, en étant très honnête, aucun scientifique peut vous prétendre qu'il a une étude, en tout cas, moi, elle n'est pas publiée, qui montre une grande efficacité du 18 h. Je pense que le 18 h, il a surtout pour effet d'interdire les gens de faire des sortes de pots vers 19 ou 20 h. Mais il a un effet pervers, je trouve, dans les zones denses, c'est que du coup, tout le monde se retrouve dans le métro à 17 h 30. Et je ne suis pas certain que ça soit une super idée. Merci. Vous parlez dans votre ouvrage de créer une réserve sanitaire européenne. Oui. Pourtant, vous avez préconisé durant l'épidémie la fermeture des frontières. Si une telle situation vient à se reproduire, dans quelle mesure faut-il privilégier la solidarité ou les intérêts nationaux? Ah, mais je crois que les deux doivent être faits ensemble. Une réserve sanitaire, c'est quoi? Actuellement, il y a une réserve sanitaire en France. Ça signifie que toute personne, vous, moi, on peut s'inscrire dans cette réserve sanitaire en disant s'il y a un besoin sanitaire quelque part en France, ou même à l'étranger si la France veut intervenir, je suis disponible. Alors vous pouvez être secouriste, par exemple. Vous pouvez être logisticien. Vous pouvez apporter un savoir-faire technique que vous avez. Moi, je suis médecin, je suis animateur, je suis urgentiste, je suis anesthésiste. Donc, je m'inscris et on m'envoie faire de la réanimation, je ne sais pas, à Nice s'ils ont besoin. Ça, c'est français. Le problème, c'est que la France, c'est que 67 millions d'habitants. Et donc, si tout le monde est malade en France en même temps, la réserve sanitaire, on ne peut pas la mobiliser, puisque moi, je n'irai pas aider à Nice si à Paris, ça ne va pas. Donc, je crois qu'il faut profiter d'être 450 millions dans l'Union européenne, même plus d'ailleurs, 460, je crois. Et du coup, il y a bien un endroit en Europe où le virus circule moins. Et vous allez voir ce qui va se passer. Nous, si on continue dans ce régime avec 300 morts tous les jours, il est probable que ça va aller mieux chez les autres qui ont confiné et qui vaccinent plus que nous. Et donc, peut-être que demain, des médecins allemands, maltais, portugais seront disponibles. Mais comment peuvent-ils savoir que nous en avons besoin? C'est pour ça qu'il faut une réserve sanitaire européenne. En plus, ça aurait un geste, une signification politique. Merci. J'ai également écouté un documentaire de Yann Arthus Bertrand qui disait que nous allons vers une pandémie tous les 10 ans. Donc, si nous ne changeons pas notre rapport à la biodiversité, comment dès lors pourrions-nous préparer notre système de santé à cette nouvelle réalité? Alors ça, c'est une hypothèse que je crois vraie, hein, mais qui n'a pas été démontrée, qui consiste à dire qu'il y a un nombre important de virus qui existent et qu'on ne connaît pas, et qui sont chez les espèces mammifères que nous ne rencontrons pas habituellement. Et il y a un papier dans Science, qui est une très grande revue. Les revues scientifiques, pas médicales scientifiques, il y en a deux grandes, c'est Science et Nature. Dans Science, un mois avant le début de l'épidémie, vous voyez, ils publient un papier dans lequel ils disent il y a 600 000 à 800 000 virus potentiellement dangereux, inconnus, potentiellement dangereux pour l'homme, qui pourraient passer de l'animal à l'homme, à cause de la déforestation. Parce qu'en fait, c'est la déforestation massive, l'Amazonie typiquement, fait qu'il y a des bébêtes qu'on ne rencontre jamais, parce que quand on vit dans une ville, la bébête qui est dans l'Amazonie, elle ne vient pas nous vous embêter. Mais là, avec la déforestation, vous allez mettre en contact des animaux et des hommes. Et là, le virus peut passer, et là, le virus peut devenir méchant. Donc, c'est à ce titre-là que je crois, moi, qu'il faut agir contre la déforestation au plan européen. Il faut, par exemple, décider de ne pas acheter, de bloquer l'entrée sur le marché intérieur européen de tout produit issu de la déforestation pour pousser à ce qu'il n'y ait pas de déforestation, parce que la déforestation nous expose à ce danger. C'est un danger théorique, il faut être honnête, hein, ce n'est pas prouvé, mais je suis assez d'accord avec Arthus Bertrand. Moi, je crois que j'ai même fait un papier dans Le Monde sur le sujet il y a un mois pour dire que je pensais que c'était un truc qu'on ne pouvait pas se permettre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La déforestation, mais aussi il faut qu'on soit meilleur sur la surveillance. Mais on ne surveille rien en France. Je vais raconter l'histoire. En 2013, les Israéliens, eux, ils surveillent en permanence les eaux usées. C'est les risques terroristes. Donc, en permanence, ils prennent les eaux usées qui circulent partout en Israël et ils regardent ce qu'il y a dedans. Et ils trouvent un virus de la polio,
qui est une maladie qui a disparu aujourd'hui en France, heureusement, qui fait que vous étiez paralysé. Eh bien, ils trouvent un virus de la polio qui circule dans les eaux usées, alors même qu'il n'y a pas de cas en Israël. Qu'est-ce qu'ils font sur ce simple argument? Ils vaccinent 500 000 personnes, un demi-million de personnes. Résultat, il n'y a pas eu de cas de polio en Israël. Peut-être qu'il y en aurait eu. Mais ils mesurent les choses. Nous, on ne mesure pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on mesure maintenant, en sortie de crise. Enfin, dès maintenant, il faudra le faire, mais après, il faudra continuer à le faire pour des raisons de surveillance épidémiologique. Et puis, il faut qu'on ait des capacités à fabriquer des vaccins très rapidement. Il faut qu'on cartographie, par exemple, les virus qu'on ne connaît pas. Je crois qu'il faut qu'on envoie des gens en Amazonie chercher tous les mammifères, prendre les virus, les cultiver, les identifier, faire leur ADN, et puis qu'on ait des banques. Et il faut peut-être cartographier 600 000, 800 000 virus, c'est un truc de dingue. Mais si on ne commence pas aujourd'hui, le jour où vous aurez un coronavirus XXL qui arrivera par un bateau qui livre du bois d'Amazonie au port du Pirée ou de Brest, ben on sera bien embêté. Donc il faut se préparer maintenant. Et déjà avant la crise sanitaire, une défiance était palpable au sein de la société française. Bien sûr. Comment dès lors réinventer le modèle français pour le rendre non seulement plus efficace, mais aussi regagner la confiance des Français? Mais vous savez que quand vous faites des études d'opinion depuis des années, prenez tous les gens, populations qui habitent dans l'Union européenne, les Français sont ceux qui vous disent qu'ils ont moins confiance dans leur gouvernement depuis très longtemps. Ça s'est beaucoup aggravé depuis avant, mais c'est une donnée constante. Moi, je crois, si vous voulez, que pour donner confiance aux gens, il faut ne pas leur cacher les choses, leur dire quand on le sait, leur dire quand on ne sait pas, et leur expliquer. Or, aujourd'hui, moi, le grand reproche que je fais, c'est que la parole publique est descendante et pas du tout partagée. C'est-à-dire que vous allez jeudi vous mettre devant votre télé, vous allez écouter Jean Castex qui va vous dire ce qu'il va faire. Il va vous dire, samedi, vous êtes confiné ou vous ne l'êtes pas. Mais ce n'est pas possible. Nulle part, on fait des trucs comme ça. Ce genre de décision si grave, elle est partagée, on en discute, il y a un débat. Vous voyez, je crois que la classe politique française, en général, n'aime pas les débats. Il y a de faux débats. Et moi, je crois que en politique, je suis très engagé en politique, vous avez compris, hein, je n'ai aucun ennemi, je n'ai que des adversaires. La différence, c'est qu'avec un adversaire, je discute, je m'oppose, j'échange des arguments. Peut-être parfois, je me range à ces arguments si je les trouve intelligents. Parfois, je peux espérer que s'il trouve mes arguments intelligents, il se range ou qu'on trouve une solution médiane. Je crois à cette nécessité de la dispute intellectuelle. Or, aujourd'hui, elle n'existe pas, la dispute intellectuelle. On ne veut que tuer l'adversaire à coup d'un tweet vengeur ou d'une phrase qui va vous… En fait, on ne veut même plus discuter, on veut tuer l'adversaire, médiatiquement, bien sûr. Et c'est épouvantable parce que du coup, il n'y a pas d'échange d'arguments. Comme il n'y a pas d'échange d'arguments, bah, Jean Castex, il ne discute pas. Il ne va pas lancer un débat sur faut-il ou pas confiner. Convenez quand même que ça ne serait pas scandaleux dans une démocratie parlementaire que le Parlement, par exemple, il y a une discussion au Parlement sur faut-il ou pas confiner. Eh bien non, ce n'est pas ça qui va se passer. Vous apprendrez jeudi qu'on a décidé ou pas, sur des arguments que vous ne connaissez pas, qu'on va confiner. Ben, c'est absurde. Ce n'est pas comme ça qu'on mène un pays, en tout cas en confiance. Merci beaucoup, Monsieur Juvin, pour ces réponses-là à du coup, nos questions personnelles. On va passer du coup aux questions publiques. Il y en a eu pas mal pendant nos interventions. Du coup, il y a peut-être certaines questions qui ont déjà été répondues ou qui ont déjà… vous y faisiez au fur et à mesure. Du coup, sur la vaccination et la recherche médicale, on a une question qui vous pose, du coup, selon vous, la concentration des pouvoirs dans l'industrie pharmaceutique autour d'un petit nombre d'acteurs, est-ce qu'une force pour la recherche, donc la capacité de recherche et développement, par exemple, ou une faiblesse, car cela concentre les activités autour des activités les plus rentables? Eh bien, écoutez, cette crise, elle a montré quoi? Que ceux qui sont arrivés à faire des vaccins, ce sont les biotech. Ce sont les petites structures. Ce n'est pas le Big Pharma qui est arrivé à faire le vaccin. Pfizer, c'est un Big Pharma, mais en fait, il a acheté le vaccin à une petite société. Et ce sont les petites sociétés de biotech agiles qui y sont arrivées. Et la France n'est pas très armée pour défendre les biotech, pour plusieurs raisons. Elle n'a pas la culture, d'abord. En France, ceux qui dirigent les biotech, c'est plutôt des commerciaux, c'est plutôt des HEC, alors qu'aux États-Unis, les biotech, elles sont dirigées par des techs. Et moi, j'ai assisté à une conférence d'Elon Musk. Et Musk, c'est un tech, ce n'est pas un commercial. Et il répondait à une question d'une ingénieure sur la mécanique des fluides. Le type, il savait de quoi il parlait.
En France, le patron d'une bibliothèque, pas du tout. Il va vous parler des parts de marché, etc. Et donc, du coup, le progrès scientifique, industriel se fait beaucoup moins vite en France à cause de cette culture qui n'est pas une culture scientifique. En fait, la France a de moins en moins de scientifiques. Et ce n'était pas le cas il y a 30 ans, parce que dans la haute fonction publique, il y a 30 ans, il y avait des énarques, certes, mais c'était des énarques qui souvent avaient fait une autre école à côté, qui était, il y avait des écoles scientifiques. Par exemple, l'école polytechnique, c'était plutôt des scientifiques. En tout cas, ils avaient une culture scientifique et qui devenaient énarques. Aujourd'hui, on a des énarques qui sont énarques purs, Sciences Po, énarques. Les types sont de grands niveaux, mais ils n'ont plus la culture scientifique. Et moi, je crois que la disparition de la culture scientifique conduit à ce que finalement, on a des bibliothèques qui sont qui ne sont pas aussi puissantes que les autres, que les bibliothèques américaines. Et il y a d'autres raisons. Hein. Sur le Nasdaq, les bibliothèques américaines ont levé 10 milliards de dollars l'année dernière. Et nous, on n'est pas capable, on n'a pas cette puissance de feu. Enfin, il y a un dernier point. Si vous parlez avec des gens qui lancent des bibliothèques, ils vous diront que pour obtenir du fric aujourd'hui par BPI France, qui est l'agence bancaire qui fournit de l'argent aux bibliothèques, en fait, il y a une endogamie administrative qui fait que c'est surtout les cabinets ministériels qui décident et pas vraiment des critères scientifiques. Donc, on a un vrai problème de la disparition de la science, je crois, moi, dans la société française qui explique ça. Donc, non, Big Pharma a plutôt perdu la bataille. Et ceux qui ont gagné la bataille, c'est les petites sociétés, très agiles. D'accord, merci. Une autre question, c'est toujours sur la même thématique, du coup, vaccination et recherche médicale. C'est faut-il libérer les brevets des vaccins pour en produire plus? Les brevets doivent-ils devenir des biens publics mondiaux? Alors moi, je ne crois pas parce que si vous faites ça, du coup, il y a disparition. Les gens ne chercheront plus. Les gens cherchent parce qu'ils ont un intérêt personnel. Si vous dites à M. Moderna, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, je vous pique notre brevet, maintenant, vous ne pouvez rien en faire. Est-ce que vous croyez que M. Moderna va s'embêter à faire un nouveau vaccin s'il y a un variant qui arrive? Non, évidemment. Non, en revanche, ce qu'il faudrait faire, et moi je le propose depuis 2 mois, mais les gens très intelligents me disent que ce n'est pas possible, ce que je ne crois absolument pas. Moi, je pense qu'il faut aller voir M. Moderna ou Mme Pfizer et lui dire, nous, on a besoin de vaccins en France, on n'est quand même pas très bon, donc on vous achète la licence. On vous l'achète. 1, 2, 3, 5, 10 milliards, peu importe, de toute façon, là où on en est, je veux dire. Et la crise va coûter 300 milliards à la France, vous voyez, on n'est pas à 1 milliard près. C'est ça qu'il faut faire, il faut acheter. Mais si vous confisquez, vous le faites une fois. Mais après, ne vous étonnez pas que les scientifiques ne recherchent pas un vaccin pour la deuxième vague. Merci bien. Ensuite, une question concernant les caractéristiques du Covid. Pour vous, quelles sont les pistes pour expliquer le Covid long? Est-ce que ça peut être des facteurs génétiques ou encore la persistance virale, par exemple? Il y a tout ça. Certains pensent qu'ils ont toujours le virus qui est caché dans certains organes profonds. Voilà. D'autres pensent que c'est la réaction immunitaire, inflammatoire, immunitaire pour vous défendre qui a tué le virus, mais qui du coup s'auto-entretient et atteint en particulier les vaisseaux. Et par exemple, quand vous faites des autopsies à des gens qui meurent de Covid, vous voyez que dans les vaisseaux du cerveau, il y a des vaisseaux qui sont très atteints. Pas par le virus, mais par la réaction inflammatoire. C'est ce qu'on appelle des vascularites. Et c'est peut-être un peu des deux. C'est peut-être un peu des deux. Quelles sont les pistes? On les a pas aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de pistes. On n'a pas beaucoup de pistes parce que toute l'énergie a été mise sur les vaccins et sur les traitements courts. Mais le Covid long va être un sujet majeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en souffrir. Justement, une autre question concernant la contamination qu'on avait parlé tout à l'heure. Comment expliquer que, par exemple, dans une famille, il y ait un membre, enfin, la plupart des membres soient contaminés, par exemple, mais qu'il y en ait un en particulier qui vit tout le temps avec eux, qui n'a pas de distance de sécurité, etc., qui ne soit pas contaminé? Vous pouvez avoir plusieurs explications. D'abord, il peut ne pas avoir été en contact aussi massivement que les autres. On peut imaginer qu'il lui-même l'avait attrapé avant de manière asymptomatique et il est protégé. On peut imaginer qu'il y a des facteurs génétiques particuliers. Alors, si c'est exactement la même famille, c'est un peu compliqué à imaginer, mais des facteurs génétiques qui le protègent. Vous savez que même dans le sida, on a décrit une sous-population extrêmement faible de gens qui sont naturellement immunisés. Mais c'est quasiment rien, hein, mais ça existe. Donc, vous avez des facteurs génétiques. Donc, c'est un peu tout ça. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas 100%. Hein. Si moi, j'ai le Covid et que tous les deux, je vous invite à dîner et nous dînons tous les deux en tête-à-tête aux chandelles, à la fin, peut-être que vous ne serez pas malade. Ce n'est pas 100%. D'accord, merci.
Ensuite, nous avons une question qui est liée à vos propos antérieurs. Quelles sont vos solutions pour mettre fin aux déserts médicaux en France? Alors, sur le désert médical, c'est-à-dire les médecins de ville enfin, l'absence de médecins de ville. Moi, je vois plusieurs solutions. D'abord, il faut évidemment fabriquer beaucoup plus de médecins. Beaucoup plus. Pas 5% de plus. C'est 30 ou 40% de médecins en plus. Pour une raison supplémentaire, c'est que de toute façon, on va en avoir besoin parce que dans les années qui vont venir, on va avoir des nouvelles spécialités qui vont se créer, dont on n'imagine même pas l'existence aujourd'hui et qui vont consommer du temps médical. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée de long terme des médecins, c'est que nous nous hyper spécialisons tous. Moi, mon père était médecin et il était pourtant spécialiste, il était rhumatologue, mais il avait une connaissance de la médecine beaucoup plus large. Moi, j'ai une connaissance de la médecine qui s'est rapetissée, mais qui est devenue bien meilleure que ce que quelqu'un à son époque connaissait dans le domaine qui est le mien. Donc, tous sont super spécialistes. Vous avez des cardiologues qui ne s'occupent que des troubles du rythme, d'autres qui ne s'occupent que des troubles de la conduction, d'autres qui ne s'occupent que des infarctus. Ils sont pourtant tous cardiologues. Donc, l'hyperspécialisation nécessite de toute façon plus de médecins. Plus de médecins. Deuxièmement, je crois à la délégation de tâches. Je crois qu'il faut qu'entre un médecin formé en 10 à 12 ans et une infirmière en 3 ans, il faut qu'on ait des métiers intermédiaires. Des gens formés en 5 ans qui fassent plus que l'infirmière et moins que le médecin. Et c'est comme ça aussi qu'on va occuper le territoire avec tous ces gens-là. Je pense enfin qu'il faut donner le goût de la médecine de ville aux étudiants en médecine. Quand vous êtes étudiant en médecine, vous n'allez quasiment jamais en ville. Vous faites vos études toutes à l'hôpital. Quelques mois avec un médecin de ville, mais très très rarement. Et si on veut casser ça, il faut peut-être imaginer un cursus tout à fait différent, avec beaucoup plus, c'est peut-être, je sais pas, un tiers ou la moitié des études qu'on passe en ville. Pourquoi ? Parce que vous savez bien, dans la vie, on choisit des carrières en fonction de modèles qu'on rencontre. On a rencontré telle personne, on se dit, moi, je veux faire comme lui. Si vous rencontrez aucun généraliste durant vos études, il y a assez peu de chances que vous ayez envie de leur ressembler. Moi, j'ai voulu faire de la réanimation parce qu'un jour, j'ai rencontré un réanimateur que je trouvais extraordinaire. J'avais 25 ans et je trouvais que le type était exceptionnel, au point professionnel, technique, humain, grande épaisseur d'humanité. J'ai voulu lui ressembler. C'est pour ça que je suis devenu réanimateur. Eh bien, c'est pareil, il faut faire pareil avec les généralistes. Donc, on voyait les étudiants en ville. Une autre question de Louis Bornet. Afin de produire un nombre suffisamment de médecins, faut-il, selon vous, refonder le processus de sélection des médecins et surtout des études de médecine en France au niveau des passes? Je pense qu'il y a un grand gâchis en France de gens qui pourraient faire médecine et qu'on n'accepte pas en médecine. Alors, il y a des passerelles, comme vous savez, vous pouvez demander à entrer en 2e ou en 3e année de médecine en fonction de la carrière professionnelle que vous avez pu faire, médicale ou pas. Mais c'est extrêmement sélectif et c'est un chemin très improbable. La passerelle devrait devenir un mode normal pour devenir médecin. Si vous avez une infirmière qui travaille comme infirmière depuis 10 ans, qui a un savoir-faire particulier, je pense qu'elle a toutes les capacités, peut-être pas techniques, mais justement l'école de médecine est là pour lui apprendre, mais humaines. Parce qu'un médecin, c'est d'abord quelqu'un qui prend soin de vous, voyez, qui vous écoute, qui est humain avec vous. C'est une partie importante de mon temps, c'est que les gens, il faut qu'ils aient l'impression qu'ils ne sont pas seuls. Eh ben, il y a des gens qui savent faire ça, mais on pourrait imaginer, la médecine c'est tellement vague, vous pouvez faire aussi des sciences fondamentales en médecine. Quelqu'un qui a fait une école de scientifique, j'ai l'exemple d'un polytechnicien qui est très fort en mathématiques, il voulait faire médecine, il n'a pas été accepté. C'était une bêtise parce que ce gars probablement nous aurait rendu beaucoup de services sur l'intelligence artificielle en médecine. Donc je pense qu'il faut ouvrir largement les passerelles. Nous avons également des inquiétudes parmi les questions. Pensez-vous qu'un confinement soit imminent aujourd'hui en France? Écoutez, scientifiquement, ça serait raisonnable. Pourquoi? Parce que, je vous dis, il y a 300 personnes qui meurent tous les jours. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête tant qu'on n'a pas vacciné la population. Et comme on n'est quand même pas les champions du monde de la vaccination, ça va mettre du temps. Donc, scientifiquement, il faudra le faire pour casser l'épidémie. Le problème, c'est qu'avec ça, on va casser la population. Parce que les gens n'en peuvent plus. Les conséquences majeures du confinement sur l'économie, sur le psychisme, sur notre fatigue, on est tous usés, médecins ou pas d'ailleurs, vous êtes crevés parce qu'on n'en peut plus. On se paupérise, on ne peut plus travailler, plus de petits jobs, etc. Donc tout ça fait que je pense qu'Emmanuel Macron fait le pari de tenir comme ça,
et d'apparaître comme celui qui vous a empêché d'être vacciné, pardon, mon Dieu, qui vous a empêché d'être confiné. Et donc, il vous a protégé. En réalité, enfin, on ne vit pas normalement. À 18h, on est chez soi, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller au bar, on ne peut pas aller danser, on ne peut pas aller au spectacle. Mais il va essayer de tirer un bénéfice politique de cette affaire, parce que les gens, je pense, ont une acceptabilité qui n'est pas importante. Les gens ne veulent plus du confinement. Mais pourtant, il nous coûte très cher. Hein. Moi, mon rôle de médecin, c'est de vous dire les choses. 2500 personnes qui meurent toutes les semaines parce qu'on n'est pas confiné. Maintenant, il y a des gens qui mourraient aussi du confinement. Donc, c'est une balance. Il y a une autre question de Jules Illy. Le manque de pragmatisme en France est-il la raison de notre décrochage face aux pays anglo-saxons et notamment vers les États-Unis? C'est une des raisons, oui, bien sûr. C'est une des raisons, vous avez raison. Tout est compliqué en France. Quand on ouvre une unité de réanimation en France, entre le moment où vous décidez de l'ouvrir parce qu'elle est importante et puis le moment où vous avez les autorisations, les machins, les trucs, les budgets, en général, c'est 10 ans. Il faut 10 ans. Pendant l'épidémie, on s'est affranchi de la totalité de ces règles et on a ouvert des unités de réanimation en 3 jours. Ben, ça, c'est du pragmatisme. Ouais. Mais ça, la France est un pays hyper administré. C'est un drame. Hein. Aucune décision n'est prise. Et regardez même les hommes politiques. Remarquez une chose, quand ils sont invités sur BFM, ils font du commentaire. Ils sont très très peu de droite, de gauche, d'En Marche. Il y en a, mais ils sont très peu à faire des propositions et à proposer des solutions. La plupart font du commentaire. Mais moi, j'en ai rien à faire du commentaire des hommes politiques. Il y a les journalistes pour ça, il y a les philosophes pour ça, il y a les scientifiques pour ça. Moi, ce que j'attends d'un homme politique, c'est qu'il me dise comment je fais pour en sortir. Pas qu'ils me disent on croise les doigts pour que ça se passe bien, parce que j'ai entendu là récemment la ministre, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de confinement. J'en ai rien à faire, décroise tes doigts. Utilise plutôt tes mains pour me dire, pour m'expliquer ce que tu vas faire de tes mains. Donc, l'absence de pragmatisme commence par une démarche intellectuelle qui consiste à dire on paye des hommes politiques pour trouver des chemins et des solutions, pas pour faire du commentaire de BFM. Nous avons une question qui a été posée en début de conférence quand justement vous parliez des autotests. Du coup, pourquoi les autotests permettant de se faire tester chez soi ont fait l'objet d'un arrêt par l'État français? Ça, je ne comprends pas. Je n'ai pas la réponse. C'est dément. C'est dingue. Ils vont être en vente libre en pharmacie en Allemagne ce mois-ci. En vente libre en pharmacie. Donc, si vous habitez Strasbourg, en fait, vous n'avez pas le droit de les utiliser en France. Moi, je suis maire et je voulais en acheter pour tous les élèves de ma commune. J'ai l'école primaire et maternelle sous ma responsabilité, je voulais en acheter. Eh bien, je n'ai pas le droit. Il y a l'arrêté du 12 ou du 14 ou du 10 juillet qui dit les autotests sont interdits en France. Bon. Est-ce que c'est de la bêtise? Est-ce que c'est ils n'ont pas le temps de s'en occuper parce qu'ils sont sous une charge administrative? Est-ce qu'il y a probablement aussi des lobbies très forts avec des gens qui ont intérêt à ce qu'on continue à faire des PCR? Vous voyez, c'est bien parce que la PCR, vous allez au laboratoire, vous payez très cher tout ça. Évidemment, si demain vous faites tous votre truc à la maison, vous n'allez plus aller au labo faire le PCR. Peut-être qu'il y a des gens que ça va gêner. Donc il y a aussi des effets comme ça. Non, c'est absurde, mais c'est plus qu'absurde. Il y a 18, je crois, je ne sais plus si c'est 12 ou 18 tests qui sont autorisés, différents, de marques autorisées aux États-Unis. Nous, 0. Concernant la vaccination, pour vous, la sécurité sociale est-elle un frein ou facilite-t-elle le processus? Bon, je crois que ce n'est pas du tout le sujet. La vaccination, on n'en a pas parce qu'on a fait les zouaves avec l'Union européenne. On a négocié les prix comme des marchands de tapis. Il y a un moment où Moderna et Pfizer a dit écoutez, vous êtes gentils, moi je vais le vendre ailleurs parce que j'ai un meilleur prix. Deuxièmement, nous les Français, on a dit surtout qu'il ne faut pas trop en acheter parce qu'on a Sanofi, il faudrait que Sanofi puisse en vendre aussi. Ça, c'est l'hypothèse de journalistes allemands, mais je crains, enfin, curieusement, en France, on n'a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est une des hypothèses qui est assez crédible. Donc, la Sécu, elle paye. Donc, aujourd'hui, de toute façon, on paye tout. En revanche, vous voyez, ce qui ne devrait plus être gratuit, c'est le PCR que vous faites, parce que vous pouvez vous faire un PCR tous les jours, parce que vous avez un petit peu mal à la tête, un peu comme ça, vous êtes hypochondriaque. Eh bien, c'est gratos. Et donc, du coup, c'est quoi la conséquence? C'est que tous les PCR sont en retard, puisque tout le monde vient de se faire tester bêtement. Donc là, il faudrait réfléchir à des systèmes où la PCR serait prise en charge
mais avec des limites. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le supermarché permanent. En revanche, sur les autotests, là où, dans la mesure où vous n'encombrez pas une chaîne de laboratoire, vous le faites chez vous tranquillement, ça, il faut le faire le plus possible à domicile. Une question un peu plus personnelle. Comment organisez-vous votre temps de travail entre votre rôle d'Empire et celui de chef des urgences? Comment faites-vous pour trouver le temps pour lire et même pour écrire, en plus de tout cela? Écoutez, je travaille sans arrêt. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours été élu municipal. J'avais 18 ans quand je suis rentré au conseil municipal. J'étais étudiant en médecine, pas 19 ans. Quand j'ai été élu maire, je n'étais pas encore professeur. J'ai été élu maire un an plus tard. Je travaille sans arrêt. Alors, évidemment, je ne suis pas sur un canapé de psychanalyste, donc je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais globalement, c'est vrai que ça se fait au détriment d'une partie de vie privée. Je travaille sans arrêt, tous les jours. Tous les jours. Moi, je crois, en revanche, que les hommes politiques, parce que le vrai débat, à mon avis, il est plutôt là, les hommes politiques devraient être plus nombreux à avoir un métier. Et moi, je plaide pour le cumul. Je plaide pour qu'on puisse avoir un mandat et continuer son activité professionnelle. J'ai l'impression, franchement, parfois d'être un peu plus aux prises avec la réalité que certains de gens que j'entends et qui sont élus, et que je ne citerai pas parce que j'aime tout le monde et je suis un type sympa. Mais il y a une dissociation entre le monde politique et le monde réel qui parfois est abyssale. Et moi, je revendique ma double appartenance. Alors, comment je fais pour écrire? D'abord, la lecture est une des bouffées d'oxygène. C'est la lecture. C'est la lecture, les jeux vidéo et le théâtre. Ce sont les trucs qui me permettent de me laver la tête. Et l'écriture, en fait, j'écris, j'ai des, je vais vous montrer, regardez. J'ai en permanence avec moi des carnets, vous voyez, et je prends des notes. Peut-être que dans mon journal, ce soir, je parlerai de notre conférence. Je note des tas de trucs, j'ai une lecture, une machin. Et donc, quand j'avais tout écrit durant l'épidémie, puis à un moment, je me suis dit, il faut que j'écrive quand même. J'avais écrit un livre d'histoire il y a quelques années, et les éditeurs venaient me voir en disant, mais vous avez forcément des carnets, vous êtes intéressé par l'épidémie. Puis quand c'est allé mieux au mois de juillet, je me suis dit, c'est bête, j'ai mes carnets, je vais les mettre au propre. Et donc, quand je suis parti en vacances 15 jours, j'ai écrit pendant 15 jours et j'ai écrit mon livre. Nous avons une question de Alexis Loiseau qui dit, qui demande du coup, que pensez-vous des cabinets de conseil privés comme McKinsey et n'est-ce pas le rôle du ministère de la Santé? Pendant des années, on a eu, pendant des décennies, on disait qu'on avait la meilleure fonction publique du monde. Et c'est vrai qu'il y a même beaucoup de pays étrangers qui venaient regarder notre modèle, l'ENA, etc., etc. Moi, je ne suis pas du tout pour la suppression de l'ENA, par exemple. Je pense qu'il faut une école de haut niveau pour les serviteurs de l'État. Mais il est clair que, et c'est probablement lié, je pense, à une diminution du niveau, en particulier la disparition des scientifiques. Le fait qu'il n'y ait plus de scientifiques, il n'y a plus de polytechniciens, il n'y en a quasiment plus, fait que je pense qu'il y a un niveau qui s'est abaissé, ils sont devenus moins bons. Et donc, la conséquence, c'est qu'on compense avec des cabinets de conseil. Ce qui m'ennuie avec les cabinets de conseil, ce n'est pas qu'ils existent, ils sont nécessaires. Enfin, moi, j'ai travaillé avec McKinsey quand j'étais chef de service des urgences dans un hôpital du nord de Paris et j'ai mis en place le Lean Management. Donc, ce sont des gens très intéressants. Sauf que moi, je veux dans ces cas-là qu'ils aient de bons résultats. Et on m'explique que McKinsey a conduit la politique de vaccination. Excusez-moi, je crois que j'aurais fait mieux que McKinsey et pour assez moins cher. Et quand même, leur résultat est catastrophique. Deuxièmement, il faut avoir recours à ces cabinets si l'administration derrière n'existe pas. Mais s'il y a une administration qui est pléthorique, c'est celle du ministère de la Santé. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et enfin, troisièmement, du coup, je me suis intéressé à cette question parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ce n'est pas un peu, c'est beaucoup d'argent. C'est des dizaines de millions d'euros. Je trouve que c'est délirant dans une situation où on a les plus grandes difficultés et surtout compte tenu des résultats qu'ils obtiennent. Tous ces gens-là, très sympas. J'ai même vu, et ça c'est scandaleux, que McKinsey, mais d'autres, ont obtenu un marché de 87 millions d'euros. Vous pouvez le vérifier, c'est sur le site du ministère, un marché public du ministère de la Défense, et pour lequel il fallait avoir une autorisation, une habilitation secret défense. Vous comprenez bien, donc, une société américaine, McKinsey, a un marché ministère de la Défense, ça c'est l'indépendance nationale, il n'y a pas de mieux, avec habilitation secret défense. Écoutez, je vous propose que le prochain marché, on le donne à des Chinois,
avec un secret défense, peut-être les Coréens du Nord aussi, et puis on aura fait le tour. Enfin, c'est quand même ahurissant de filer à McKinsey, une société américaine, un marché qui est habilité secret défense. Voilà jusqu'où on en arrive, c'est absurde. Alors, y a-t-il du copinage? Y a-t-il des intérêts majeurs? Ne vous faites aucune illusion. Il y a sûrement beaucoup de gens qui se connaissent avec un aller-retour entre la fonction publique et ses cabinets, qui est un élément délétère. Il ne devrait pas être normal que certains cabinets puissent être dirigés par des hauts fonctionnaires et que les 10 hauts fonctionnaires qui sont allés à l'école, qui sont chez telle société de conseil, je ne sais pas laquelle, qui discutent avec des hauts fonctionnaires qui sont les mêmes camarades de promotion, vous voyez, il y a des conflits d'intérêts majeurs. Donc, moi, je n'ai rien contre le cabinet de conseil, à condition qu'il soit efficace et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Je crains que les deux conditions ne soient pas totalement remplies toujours. On va peut-être poser les toutes dernières questions avant de laisser la parole à Monsieur Varlet, qui semblerait vouloir dire aussi quelque chose. Du coup, quelles conclusions tirer de la crise sanitaire de l'hôpital public? Écoutez, je pense que ça a été un crash test de notre système de santé. Ça a été un crash test parce qu'on a montré, je suis juste en train d'ouvrir un truc, là, excusez-moi, parce qu'on me demande, comme on a des ordinateurs qui sont un peu anciens, il faut 25 minutes pour qu'ils s'ouvrent, et dès que je vous quitterai, il faut que je fasse la préception d'un patient, donc j'ai décidé de l'ouvrir, avec un peu de chance, ça sera ouvert. C'est un crash test de l'hyperadministration de l'hôpital, c'est un crash test d'une science qui a décroché, avec l'absence de vaccins français, l'absence de séquençage à haut niveau. C'est un crash test donc de l'hyperbureaucratisation, de l'absence de décentralisation. Je pense qu'il faudrait faire confiance aux maires. Je vais vous raconter une histoire. Juste avant de vous voir, j'ai reçu le mail d'une dame dont le grand-père est dans une EHPAD dans ma commune. Il a 100 ans demain. Il est vacciné. Donc, il est protégé. Il a ses 2 injections. Eh bien, parce qu'il y a des cas de Covid dans la maison de retraite, la direction a interdit à la famille, à la fille toute seule, la petite fille toute seule, de venir fêter les 100 ans avec son grand-père. Moi, je crois typiquement que ce genre de décision, elle doit dépendre du maire, parce que nous avons, nous, la connaissance intime du terrain. Et bien, tout ça, il faut qu'on en apprenne des leçons. Puis enfin, la dernière leçon, c'est sur les services publics, la paupérisation extrême des services publics. Ça dépasse largement l'hôpital, la police, la justice, l'éducation, la recherche, la poste, les transports. Tous ces services publics sont à la ramasse. Et moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est, comme je vous l'ai dit, d'apporter des solutions. Donc, je crois que cette question des services publics sera une question centrale dans la campagne des présidentielles dans un an. En tout cas, moi, je vais y participer au moins sur ce sujet-là parce que c'est un sujet structurant. Vous savez, Camus disait « Les villes sont des déserts d'hommes ». Et pour qu'elles ne soient pas des déserts d'hommes, il faut qu'il y ait des services publics. Et ces services publics, il faut qu'on les remonte. C'est un peu inhabituel pour la droite de s'intéresser aux services publics, non pas que nous ne soyons pas pour les services publics, mais c'est vrai que ce n'est pas dans notre ADN de programme. Moi, je vais le porter. Je vais faire des services publics un des sujets majeurs de campagne pour la droite et le centre. Justement, pour finir sur un petit ton d'humour, avant de vous remercier d'avoir participé sur cette conférence, je vous lis un petit commentaire qu'il y a sur le chat. Philippe Juvin, président en 2022. Pour ça, c'est très sympa. Vous me donnerez l'adresse et le mail de la personne pour que je le remercie. Non, mais ce que je crois plus sérieusement, c'est que moi, je crois à la nécessité de s'engager en politique quand on a un métier. Quand j'étais étudiant, j'étais engagé en politique. Je faisais du syndicalisme, etc. Donc, je crois à ça. Pourquoi? Parce que je pense que quand on est dans le monde du travail, et ce n'est pas du poujadisme et du populisme que de dire ça, forcément, on a une vision différente de gens peut-être très intelligents, mais qui sont sortis de leurs études. Il y a quelques ministres, parmi des jeunes ministres, c'est vrai aujourd'hui, mais ça l'était du temps des prédécesseurs, qui sortent de leurs études, souvent brillantes, qui entrent dans un cabinet ministériel, puis qui deviennent députés, puis qui deviennent ministres. Mais pardon, qu'est-ce qu'ils ont inventé dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur vie? Que connaissent-ils de la nature humaine? Rien. Ils n'ont jamais quitté la politique. Eh bien, je crois, moi, que c'est une grande erreur et c'est une des raisons de la chute de la France. C'est pour ça que je crois que nous tous, moi, mais vous tous qui êtes dans le monde professionnel, vous êtes étudiants, demain, vous avez votre rôle à jouer. Et quelle que soit votre appartenance politique, que vous soyez à gauche, à droite, au centre, ailleurs,
engagez-vous en politique. Vous ne laissez pas la politique aux politiciens. Si c'est le message que je peux vous donner, c'est ça. Participez au débat, engagez-vous. Il y a forcément quelqu'un qui est capable d'illustrer et de raisonner avec vous en matière d'idées. Participez au débat avec lui, allez le rencontrer, n'hésitez pas. Vous voyez, si par exemple, j'ai un bon ami qui est Yannick Jadot, le patron des écolos, parce qu'on a siégé au sein de vos parlements, et moi je le connais bien, on s'aime bien. On ne partage pas tous les éléments, beaucoup, mais pas tous. Mais c'est un ami. Jadot, si vous êtes en communion avec Jadot, prenez rendez-vous avec Jadot. Et il ne va jamais me recevoir. Si, il va vous recevoir. Vous lui écrivez, les réseaux sociaux sont faits pour ça. Et osez, mais engagez-vous. Ne laissez pas, s'il vous plaît, la politique à des gens qui ne font que ça, matin, midi et soir, et qui, de toute façon, à un moment, vous décevront parce qu'ils sont entre eux. Vous voyez, c'est ça le sujet. Donc, faites de la politique. Merci beaucoup. Nous allons laisser la parole à notre président pour conclure cette conférence. Et je crois que François Varlet, qui est une personne qui travaille avec moi, voulait passer à la fin, si vous me présentez, je vous interroge. Visuel à projeter, je crois. Oui, il y a un truc à projeter, c'est je fais un sondage, en fait. Ah. Et je fais un sondage, et si vous avez la possibilité de répondre au sondage, mais on le mettra peut-être après que votre président ait parlé, François. Voilà, merci en tout cas. Merci de votre invitation, c'était super. Bien, merci à vous, surtout, Monsieur Juvin, pour avoir participé avec nous et nous avoir éclairé sur ces sujets qui sont un peu plus d'actualité et toujours très importants. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec notre compagnie. J'espère que vous tous, derrière votre écran, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Voilà, Oui. donc je remercie. Voilà, donc je remercie Giada, Camille et l'ensemble de l'équipe de Géant Débat qui a permis à cette conférence d'être possible. Je remercie également Grenoble École de Management, donc notre école et notre partenaire, qui nous a permis à mettre en place cette conférence. Je vous dis à tous à bientôt au nom de l'association Géant Débat pour une prochaine conférence, donc par exemple jeudi avec une conférence avec Monsieur Barrault. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci à vous tous. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur Juvin. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Du coup, pour les spectateurs qui sont encore sur place, n'hésitez pas à aller répondre au questionnaire de professeur Juvin. Donc, c'est une seule question, vous voyez, c'est simple. Et c'est une question que je pose maintenant depuis un mois et je suis en train d'observer la modification des réponses au fur et à mesure du temps. C'est assez intéressant. D'accord. Si vous le souhaitez, on pourra aussi le repartager à nos étudiants directement sur notre page Facebook. Génial, je suis preneur. Parfait. Merci beaucoup Merci en tout cas. À bientôt. Au revoir.